Le DRESS syndrome. Donc, ce sera le DRESS syndrome à Voilà. l'allopurinol. D'accord. Bon, déjà, je vous remercie pour cette invitation. Je remercie infiniment la société libanaise qui nous a offert cette occasion pour assister à vos congrès et insister sur les relations qui peuvent nous unir. Voilà, donc je me présente, je suis le docteur Khoueja Ebtihel, je suis pneumologue à l'Ariana. Donc, on m'a demandé de vous présenter une communication orale qui est intitulée « Le DRESS syndrome à l'allopurinol à propos d'un cas ». Alors, en introduction, le DRESS syndrome, en fait, appelé Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms, est une réaction d'hypersensibilité médicamenteuse qui est retardée, qui est rare, mais qui est sévère. Elle peut menacer le pronostic vital en raison d'une atteinte viscérale associée. Alors, notre cas clinique est celui d'un patient qui est âgé de 43 ans, qui serait allergique au bêta-lactamine et qui a une tuberculose pulmonaire en cours de traitement. 6 semaines après le début d'un traitement antituberculeux combiné par HRZE et 4 semaines après le début d'un traitement par allopurinol qui a été instauré en raison d'une hyperuricémie asymptomatique, le patient développe un exanthème maculopapuleux prurigineux qui était diffus et associé à un œdème de la face. À l'examen, on trouve un patient subfébrile à 38,5, un œdème facial, un rash maculopapuleux qui occupe le tronc, les membres supérieurs et inférieurs, des lésions purpuriques des membres inférieurs, une hépatosplénomégalie et des adénopathies cervicales multiples de 1 cm de diamètre qui étaient mobiles. Donc, je vous montre un petit peu la photo de notre patient. À la biologie, il y avait des plaquettes un petit peu basses à 111 000 éléments par millimètre cube, un taux de polynucléaire éosinophile à 160 éléments. Sur le frottis sanguin, on notait des lymphocytes atypiques et au bilan hépatique, on note une cytolyse modérée avec des azates à 57 et des alates à 2 fois la normale à peu près, un syndrome de cholestase avec une hyperbilirubinémie à prédominance conjuguée, des phosphatases alcalines et des gamma-GT élevés, des LDH élevés, un bilan rénal par ailleurs et des troponines qui étaient normales. Les troponines étaient négatives. Le CG était sans anomalie. En raison de cette cytolyse hépatique, une hépatite virale a été initialement suspectée. Pour cela, on a complété par des sérologies virales qui étaient toutes négatives. Ces sérologies comprenaient le VIH, le CMV, le BV, l'HHV6, l'hépatite B et C. Par ailleurs, un bilan immunologique a permis aussi d'infirmer l'origine immunologique à cette hépatite cytolytique. Un DRESS syndrome à l'allopurinol a été fortement suspecté après une évaluation du score Registcar qui était coté à 5, et ceci en raison d'une atteinte cutanée, hépatique et hématologique. Notre conduite à tenir immédiate était l'arrêt de tous les médicaments pris par ce patient, associé à une corticothérapie par voie générale et des antihistaminiques durant une dizaine de jours. L'évolution s'est faite vers la disparition progressive et lente des lésions cutanées, au bout de 2 semaines à peu près, une normalisation initiale du bilan hépatique et du taux de plaquettes au bout d'1 semaine, associée à une réascension ultérieure qui a atteint cette fois-ci 3 fois la normale, à J10, puis une normalisation aussi très lente sur 2 semaines, et ceci en l'absence de toute réintroduction médicamenteuse. Alors le DRESS syndrome est la nouvelle dénomination pour le syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse qui a été proposé initialement par Bouquet et ses collaborateurs en 1997. Celui-là commence assez bruyamment, 2 mois en moyenne après le début d'un traitement, avec une association d'une éruption cutanée fébrile et des manifestations systémiques. L'atteinte viscérale qui est souvent associée menace le pronostic vital, car il peut s'agir d'une atteinte hépatique, rénale, cardiaque ou pulmonaire qu'il faudra rechercher systématiquement dès la suspicion clinique. La fièvre et l'éruption cutanée sont souvent les premiers signes. Il s'agit typiquement d'une éruption qui débute à la partie supérieure du tronc, qui est maculopapuleuse, prurigineuse, et qui prend rapidement un aspect infiltré ou œdémateux secondairement. Ce qui est caractéristique dans ce syndrome, dans cette toxidermie médicamenteuse, c'est la présence d'un œdème facial périorbitaire, comme on a vu chez notre patient, qui est très évocateur. Une atteinte des muqueuses reste toujours possible. Les adénopathies sensibles, dans ce contexte-là, orientent aussi bien
vers le diagnostic de Dravet syndrome. À la biologie, on trouve des anomalies caractéristiques avec une hyperleucocytose qui est fréquente et d'intensité variable, avec une polynucléose, une hyperlymphocytose, avec des lymphocytes atypiques. L'hyperisonéphilie, qui fait partie des critères essentiels de ce syndrome, est présente dans la majorité des cas. Elle est souvent importante, mais son absence n'élimine aucunement le diagnostic. Une hépatite cytolytique est aussi fréquente. En 2007, Cardone et ses collaborateurs ont proposé un score qui est appelé le score Regis-Car, qui permet de coter ces atteintes et permet de retenir le diagnostic de Dravet syndrome avec certitude si la somme des atteintes ou bien la somme du score dépasse 5. Donc, parmi les critères retenus, entre autres, on trouve la fièvre, les adénopathies, les lymphocytes atypiques, donc les caractéristiques du rage cutané, l'atteinte viscérale et surtout une résolution qui est très progressive, qui dépasse les 2 semaines. L'évolution est souvent favorable après l'arrêt du traitement, mais la mortalité reste néanmoins négligeable, qui peut atteindre jusqu'à 10% selon les auteurs. Des complications sont aussi possibles et qui sont à l'origine de cette mortalité qui n'est pas négligeable, à savoir une hépatite fulminante, une atteinte rénale, pneumopathie interstitielle, une atteinte cardiaque, pancréatique et thyroïdienne. L'arrêt de la molécule incriminée est indispensable et doit être rapide. Plusieurs médicaments ont été incriminés dans la genèse de ce syndrome, de cette toxidermie médicamenteuse, dont les anticonvulsivants qui ont été rattachés à ce syndrome dans plusieurs articles, avec la possibilité de la survenue d'une réactivité croisée entre les différents anticonvulsivants. On voit aussi que l'allopurinol figure parmi les médicaments qui ont été cités dans la littérature. Par rapport au traitement, il n'y a pas de traitement spécifique. La corticothérapie par voie générale a été admise dans la plupart des articles par la plupart des auteurs, essentiellement dans les cas sévères. Et ceci, quand il y a une atteinte viscérale qui peut évoluer vers une atteinte fulminante, comme l'hépatite fulminante. Donc la corticothérapie doit être mise le plus rapidement possible, et ceci après l'arrêt du médicament responsable. Celle-ci, par contre, doit être diminuée très progressivement en raison du risque important de rechute cutanée et hépatique, et ceci malgré l'absence de réintroduction médicamenteuse. Plusieurs hypothèses ont été élaborées à ce sujet et probablement seraient en rapport avec une réactivation virale endogène qui accompagne cette toxidermie médicamenteuse et qui serait rattachée et qui serait responsable de la rechute. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Roger. Est-ce qu'il y aurait éventuellement quelques questions ou des commentaires? Moi, je n'ai pas compris, en fin de compte, pourquoi est-ce qu'elle a été mise sous traitement initialement, ce patient? Voilà. Parce que, voilà, je pense que c'est un point important, parce qu'il Oui. est tout à fait normal d'avoir une hyperuricémie sous traitement. Donc justement, c'est un petit peu pour ça qu'on voulait présenter cette observation, aussi pour passer un message important pour les jeunes internes, les jeunes résidents, la consultation, en fait, chez un patient qui est sous traitement antituberculeux, il ne faut pas mettre sous traitement, sous allopurinol devant une hyperuricémie en l'absence de symptômes. Parce que l'allopurinol est une molécule qu'on a tendance à banaliser, à mettre pratiquement d'une manière systématique, même en l'absence de manifestations articulaires, associées bien sûr au traitement antituberculeux, mais finalement qui n'est pas dénué d'effets secondaires et qui peut être responsable de ce syndrome, de cette toxidermie, qui peut être mortelle dans 10% des cas quand même. Parce qu'actuellement, ça peut même constituer un moyen pour surveiller et pour savoir si le patient est en train finalement de prendre son traitement. Alors, autre chose, en fait, comment vous faites le diagnostic différentiel avec une allergie
aux autres antituberculeux, parce qu'il est possible d'avoir une allergie après 2 mois de traitement. Oui. Donc là, finalement, les manifestations sont apparues après l'association de ce nouveau médicament, mais en fait, ces symptômes peuvent aussi être en rapport avec une allergie Oui, aux tout à fait, antituberculeux. tout à fait. Il y a eu d'ailleurs quelques cas qui ont été rattachés à la rifampicine, mais on sait très bien que le mécanisme dans ce cas-là, l'allergie qui a été rattachée à la rifampicine est plutôt une allergie de type immédiate, c'est-à-dire que les manifestations apparaissent assez rapidement après l'instauration du traitement. Mais là, c'est un mécanisme retardé. Il y a très peu de cas qui ont été rattachés à la rifampicine. D'ailleurs, chez ce patient, on a dû réintroduire le traitement. Il a fait quelques réactions allergiques, plutôt immédiates, mais pas un Andres syndrome. C'est-à-dire, au début, on a tout arrêté, on a mis sous corticothérapie. Dès l'amélioration des symptômes, on a dû reprendre le traitement antituberculeux parce que c'est vrai, au départ, on a douté, c'est-à-dire on a incriminé les traitements antituberculeux. La réintroduction progressive et séquentielle ne s'est pas accompagnée de la récidive des réactions allergiques. Et puis, après consultation du service de pharmacovigilance, on a retenu ensemble, on a incriminé plutôt l'allopurinol, qui serait plus pourvoyeur de ce syndrome que les antituberculeux. Est-ce qu'il y a des caractéristiques de l'atteinte hépatique, disons plutôt spécifiques, parce que le problème aussi c'est de faire le diagnostic différentiel avec l'atteinte des antituberculeux, la toxicité des antituberculeux. C'est pratiquement difficile de les séparer. Non, c'est une hépatite cytolytique simple. De toute façon, on n'a pas de preuves. Généralement, on ne demande pas de preuves histologiques. Ouais. Voilà. Il y a très peu de cas dans la littérature chez qui on était obligé de faire une biopsie cutanée pour orienter un peu plus le diagnostic. Mais généralement, c'est un diagnostic qui se pose après. Voilà, justement, c'est l'intérêt du score REGISCAR qui a été élaboré, qui permet de retenir avec certitude le diagnostic si jamais ce score dépasse 5. Donc, on n'est pas obligé, dans la plupart des cas, de passer à la biopsie cutanée ou bien à la biopsie hépatique pour pouvoir retenir le diagnostic, qui est essentiellement clinique. Ok, merci.